Salut à toutes et à tous, très content, très heureux de vous retrouver après tous ces mois au final d'absence. J'ai été présent mine de rien via les shorts et bien sûr Instagram et les autres réseaux qui m'ont permis de vous partager un peu de manière vlogueuse musicale mes pérégrinations. J'ai fait exprès de choisir un mot compliqué pour que je galère à le prononcer en vidéo. Mais bon, on va pas parler trop longtemps, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai envie de vous faire en fait des vidéos un peu plus détaillées et descriptives sur les villes que j'ai pu visiter, au lieu de vous faire un simple vlog, en sachant que vous allez quand même avoir des images de là où j'étais. Mais comme vous le savez, j'aime bien un peu profiter pour parler un peu plus en profondeur de l'histoire de création de ces villes américaines quand j'ai la chance d'y aller, de leurs spécificités et également via le prisme du sport de pouvoir parler de l'importance de ces villes en termes de culture et notamment culture sportive. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Houston. Houston qui n'est pas n'importe quelle ville, c'est une des plus grandes villes américaines en termes de densité, en termes de population et surtout en termes d'étendue. Alors, c'est pas très français, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une ville qui est très étendue. Par exemple, nous étions à Katy qui est dans la banlieue de Houston. Pour quitter Katy et venir au downtown de Houston, il nous fallait environ 1 heure, peut-être un peu moins, et tout ça en autoroute. Donc tout ça pour vous dire que c'est très étendu, et c'est en fait quelque chose qui montre la différence qu'il y a entre le nord et le sud, notamment le nord-est, le nord-est qui est historique avec les Philadelphie, les Washington, New York, Boston, etc. Qui sont des villes beaucoup moins étendues, beaucoup plus anciennes, et on le retrouve que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans la surface, la superficie en fait, et le style, alors que les villes du sud, je pensais par exemple à Atlanta en exemple, mais Houston est un très bon exemple, qui sont beaucoup plus récentes, beaucoup plus étendues. Quand on dit récente dans l'histoire, bien sûr, puisque pour Houston, vous allez voir, elle n'est pas si récente que ça, par rapport à nos propres vies, bien sûr. Mais bon, trêve de bavardage sur cette petite intro, on va aller directement dans le vif du sujet, et ça va être en fait un petit triptyque de vidéos dédiées aux villes que j'ai pu visiter. On commence par Houston, c'est parti. Pour pouvoir en fait parler de Houston, on va être obligé de parler du Texas. Pourquoi ? Le Texas, vous le savez peut-être, c'était une terre espagnole, notamment rattachée au Mexique. Il a fallu une guerre d'indépendance pour que le Texas soit tout d'abord indépendant et devienne un État à lui seul, la République du Texas, pendant 10 ans si je dis pas de bêtises, avant de se rattacher donc aux États-Unis. Et si on veut aller plus loin, pourquoi je dis tout ça, c'est puisque le nom de Houston vient en fait de Sam Houston. Et est-ce que vous savez qui est Sam Houston ? Si t'attends vraiment une réponse de quelqu'un, waouh. Ok, bon, ça va, oui, c'est de la rhétorique. Je vais vous dire qui est Sam Houston. Sam Houston, en fait, c'était un général américain et c'était aussi ce qu'on appelle un statesman. Je vais vous expliquer ce qu'est un statesman rapidement. Pour vraiment vulgariser, un statesman, c'est tout simplement une figure politique. Un homme politique qui était à différencier avec notamment la noblesse. La noblesse qui était beaucoup plus sur des droits un peu plus héréditaires, des droits du sang, des droits notamment de titres et de domaines, alors que les statesmen étaient tout simplement des figures qui montaient les échelons au niveau diplomatique et politique. Pour revenir à ce monsieur, ce Sam Houston, il faut savoir qu'il a eu une vie plutôt assez intéressante, assez trépidante, jalonnée bien sûr des grands événements qui ont jalonné donc l'histoire nord-américaine, donc l'histoire des États-Unis. Il est né à la fin du XVIIIe siècle. Et très tôt, il a dû participer à la guerre, notamment la guerre de 1812, qui opposait en fait bien sûr les États-Unis à l'Angleterre, à l'Empire britannique, on dira, notamment pour des questions d'expansion de territoire, pour des questions également de subjugation, on va dire, de l'Empire britannique vis-à-vis de pas mal de ressortissants américains. Cette guerre qui va durer environ 3 ans va lui permettre en fait quelque part de travailler sous un général qui a été très connu, le général Andrew Jackson. Et il faut savoir aussi que ce monsieur Sam Houston pourquoi j'ai dit une vie atypique, il a notamment vécu 3 ans au sein des Cherokees, l'une des tribus amérindiennes de l'époque. Ça va pas l'empêcher de faire des choses assez scandaleuses vis-à-vis de cette tribu. Il va vivre notamment naître en Virginie puis vivre dans le Tennessee.
Il va notamment donc rencontrer les Cherokees dans le Tennessee. Et il faut savoir également, c'est que ça a été un grand voyageur, parce que petit à petit, on va le retrouver de plus en plus au sud. Il va partir ensuite en Arkansas, avant d'aller donc dans le Texas en 1832. Et dans le Texas, pas mal de tensions, comme je le disais un peu en préambule, arrivent vis-à-vis du Mexique. Et notamment le fait que le Texas souhaite devenir indépendant vis-à-vis donc de ce fameux Mexique. Pas mal de batailles vont être gagnées par ce général, Sam Houston, notamment la bataille de San Jacinto. Et il faut savoir que par ses exploits, il va se faire reconnaître et donc facilement lorsque le Texas va être indépendant, malgré le fait que le Mexique n'accepte pas, ne reconnaisse pas cette indépendance, il va être élu premier président de l'État du Texas. Alors oui, en effet, bien sûr, petite parenthèse, les plus férus d'entre vous essaieront de dire ok, il faut nuancer un peu ce qu'il a fait. Là, je parle vraiment en termes d'accomplissement de manière neutre, je ne dis pas si c'était bien, si ce n'était pas bien. On sait notamment qu'il a participé à ce fameux déplacement forcé de différentes tribus natives américaines, alors que lui-même a vécu au sein des Cherokees pendant 3 ans. Ça ne lui a pas empêché justement de faire partie du comité, notamment qui a fait en sorte de mettre en place tous ces mouvements, et notamment les mouvements des Cherokees, les faire quitter en fait leurs terres ancestrales qui étaient plutôt est-sud-est par exemple, et les amener plutôt à l'ouest du Mississippi. Donc que ce soit lui, que ce soit Andrew Jackson, on n'est pas là forcément pour dire ok c'était bien ou non ce n'était pas bien, c'était vraiment voilà. On parle de manière plus descriptive et neutre, et on fait que relater les faits historiques, qu'ils soient jugés bons, mauvais, etc. Ouais, rattrape-toi, homme sans opinion. Petite parenthèse fermée. On a parlé rapidement de ce Sam Houston, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais vous avez bien compris, Sam Houston, vous avez bien sûr compris que Houston, du coup la ville vient de là, le nom de cette ville. Et donc pour revenir bien sûr à l'histoire de la fondation de cette ville, elle a donc été fondée en 1836 par ce qu'on appelait des land investors, c'est-à-dire des investisseurs de terre si on veut traduire. Vous le savez, aux États-Unis, il y avait pas mal de terrains au final qui étaient entre guillemets à conquérir, que ce soit au niveau physique du terme, c'est-à-dire en termes de migration et en termes de bataille, et puis au niveau aussi pécunier, c'est-à-dire que toutes ces terres, notamment au sud, qui étaient entre guillemets vierges, quand on s'est débarrassé malheureusement de pas mal de tribus natives américaines, bref, eh bien ces terres étaient ensuite vendues, ou en tout cas mises à disposition de différentes personnes qui étaient en capacité de pouvoir investir et donc créer quelque part des villes par leurs investissements. Ce sont donc eux, ces fameux land investors, qui en 1836 vont créer Houston. Au niveau d'un point, une intersection de petits cours d'eau, donc le Buffalo Bayou et le White Oak Bayou. Et ensuite, la ville va être officiellement incorporée en 1837. Petite anecdote, alors qu'on sait que Austin est la capitale du Texas en tant qu'État, il faut savoir que Houston a servi de capitale de la République du Texas dans les années 1830, mais bon, de manière assez brève. Et comme beaucoup d'autres villes à cette époque-là, Houston a aussi servi après sa création, pour le reste, on va dire du 19e siècle, d'entité un peu de trading, donc on va dire d'entité commerciale, d'échanges commerciaux, puisque c'était le Texas, il faut le savoir, entre l'ouest et l'est, c'est vraiment un carrefour, c'est un état pivot, puisque il rejoint en fait tout ce qui est Nouveau-Mexique et même Californie du côté ouest, il rejoint de l'autre côté donc la Louisiane, l'Arkansas un peu plus haut, l'Oklahoma un peu plus haut, enfin un peu plus au nord, et si on continue à l'est, on peut repartir jusqu'à la Floride, on peut remonter aussi vers donc l'Alabama un peu avant, puis la Géorgie, etc. Et donc Houston a été tellement bien placé qu'elle a servi comme d'autres villes un peu stratégiques de point commercial, mais pas seulement. Il faut savoir qu'en fonction bien sûr de l'histoire, que ce soit l'histoire de l'évolution de cette ville en tant que telle via les investissements, via la mise en place par exemple des chemins de fer, etc. Houston qui d'ailleurs va être très rapidement un centre au niveau des moyens de transport, et ça va se ressentir avec l'évolution, notamment vis-à-vis de l'aéronautique, puis après de l'aérospatiale comme vous le savez. Et bien Houston va devenir entre guillemets une ville en fait témoin, une ville même modèle en fait en tout ce qui concerne la recherche, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau scientifique en général, on parle des transports, on parle de tout ce qui est spatial,
avec la NASA bien sûr et le Johnson Space Center en tant que représentant de cet aérospatial, mais également, donc, comme je disais, en termes de recherche scientifique et donc médicale. Puisqu'il faut le savoir, c'est toujours important de le noter, mais c'est à Houston que se trouve le Texas Medical Center, qui est en fait la plus grande concentration en termes de santé et de recherche, en termes d'institution donc de santé et de recherche au niveau mondial. C'est quand même pas rien, et honnêtement voilà, je pourrais vous parler pendant des heures, c'est toujours le même problème de ce genre de format, mais je pourrais vous parler pendant des heures vraiment plus en détail de ce qui s'est passé, comment ça a été mis en place en termes de ville, en termes de culture de cette ville, notamment donc cette fameuse culture de recherche, de médical, de science qu'on peut retrouver par-ci et par-là. Non mais c'est bon, t'inquiète. 20 minutes c'est déjà beaucoup. Mais bon, Bayou City, H-Town comme on l'appelle, etc., c'est une ville qui est très connue, qu'on connaît même sans réfléchir. C'est une ville dont on a beaucoup entendu parler vis-à-vis de la NASA notamment, mais on la connaît, à la fois on la connaît pas. Il y a tellement de choses à découvrir dans cette ville qui est très très grande, encore une fois, très très étendue, et qui est donc un centre, je dirais, névralgique des États-Unis, notamment donc du sud des États-Unis, de par sa disposition, sa position géographique, et puis par ses dispositions, encore une fois, scientifiques. Enfin bref, j'espère ne pas vous avoir assommé avec cette petite intro historique, cette petite retouche historique. Et je voudrais, dans cette deuxième partie de vidéo, parce qu'on va pas non plus faire une vidéo de 55-60 minutes, parler en fait du sport. On va parler donc d'un joueur en particulier et donc du sport auquel il est associé et de ce qu'il a représenté pour cette ville de Houston. Et pour ce faire, j'ai choisi de parler d'un sport qui m'est plutôt cher, pour ceux qui me suivent notamment via le podcast Hype, que je vous... au passage, je vous fais la petite pub, parce que c'est toujours intéressant d'aller écouter Martin et ses invités, dont des fois je fais partie, dès que le temps me le permet. On va parler donc du baseball. Qui dit baseball à Houston parle des Astros. Les Astros qui est une équipe qui a longtemps été à la recherche donc, du fameux Sésame, du fameux Graal, qu'il a enfin gagné récemment, et qui a eu pourtant des joueurs de renommée, je vais dire internationale, mais ça n'a pas de sens, mais vous comprenez ce que je voulais dire, de forte renommée, des Hall of Famers ou des joueurs très reconnus au niveau baseball américain. On peut parler par exemple de Nolan Ryan, qu'on peut citer, leur meilleur joueur, je pense, l'un des meilleurs joueurs de leur histoire, Craig Biggio. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un autre de leurs meilleurs joueurs d'histoire, qui n'est pas Craig Biggio, parce que Craig Biggio c'est un peu la facilité si on parle de lui. Ce n'est pas José Altuve qui joue encore et qui a encore le temps de monter dans l'estime des fans des Astros. On va parler aujourd'hui de... Oui, Jeff Bagwell, comme vous le voyez en titre. Donc c'est un peu la facilité aussi, parce que c'est un des collègues, des teammates de Craig Biggio. Ils sont affublés du titre, du sobriquet des Killer Bees, comme vous pouvez certainement le savoir, très connu donc à Houston. Jeff Bagwell qui a eu 14 ans de carrière à Houston, qui a été élu au Hall of Fame en 2017. Et on va retracer rapidement un peu son parcours. Avant sa carrière professionnelle, pendant sa carrière professionnelle, et pourquoi c'est tout simplement un des meilleurs joueurs des Astros de l'histoire. Et bien Jeff Bagwell, avant de commencer donc au niveau MLB, a beaucoup joué donc dans le Connecticut. Il est né là-bas, il a fait toutes ses classes là-bas. Au niveau lycéen, c'était une star à la fois du football, mais également du baseball, bien sûr, dans le Connecticut. Et il a décidé de continuer sa carrière universitaire, donc sa carrière au niveau universitaire en termes de baseball, à l'université d'Hartford. Il faut savoir que Hartford, c'est pas une grosse université, c'est pas une université phare, que ce soit en termes de baseball ou en termes de sport universitaire en général. Ça ne va pas l'empêcher de se faire un nom en étant le meilleur joueur de sa conférence. Une conférence qui n'était pas une grosse conférence et qui l'est encore moins maintenant en termes de baseball, puisque les équipes de baseball de l'Eastern College Athletic Conference, là où il était, sont maintenant des équipes de 3e division, il faut le savoir. Mais malgré tout, il se fait repérer, et notamment par une équipe majeure, les Boston Red Sox, qui vont le sélectionner en 1990. T'es sûr de toi là ? Ok, mea culpa, 1989. Mais bon, quoi qu'il en soit, le destin va décider de l'éloigner de cette
côte nord-est des États-Unis, puisque tout simplement, vu comme un troisième base, c'était un troisième base de grosse qualité, mais barré à Boston par Wade Boggs, il va être tout simplement transféré aux Astros de Houston le 30 août 1990 contre un lanceur de relève, Larry Andersen. Merci Wikipédia. Et du coup, il va être repositionné en première base à Houston lors de la pré-saison avant de commencer à jouer avec eux en 1991. Et son arrivée ne va pas se faire sur la pointe des pieds. Malgré son statut de rookie, il va dès sa première saison réussir quand même 15 home runs, 82 RBI, donc ce sont les points produits. Et il va provoquer notamment 75 buts sur balle, avec une grosse moyenne au bâton de quasiment 295, 0.295, donc on va dire 29%, 29,5% à peu près, ce qui est très très bon. Et donc il va être élu rookie de l'année très rapidement, forcément, avec 118 points, points de vote sur 120 points possibles, donc quasiment à l'unanimité. Il faut savoir que dans l'histoire des Astros, c'est le premier joueur rookie de l'année. Et en parlant d'unanimité, il va finir par l'être pour un autre titre, c'est le titre en fait de MVP de la National League, puisque je le rappelle, les Astros étaient en National League jusqu'en 2012. Et donc il va notamment marquer avec son ami Craig Biggio la fin des années 90, puisqu'ils vont quand même remporter quelques titres de division. Malheureusement, malgré ces titres de division et donc cet accessit en playoff, ils ne vont pas réussir à aller très loin, notamment en étant éliminés assez rapidement par les Braves d'Atlanta. Cette équipe des Astros va au final vivre des très très belles saisons, avec aussi la mise en place d'une rotation de lanceurs de grosse qualité qui va leur permettre notamment d'aller enfin jusqu'au World Series en 2005. Par contre, malgré cette arrivée au World Series en 2005, ils vont être battus très facilement, très sèchement en tout cas, par les White Sox de Chicago. Cette équipe, donc il y avait Roger Clemens notamment, et donc bien sûr Craig Biggio et Jeff Bagwell, va donc retrouver Jeff Bagwell quitter et donc se retirer après 14 saisons dans les majeurs. Ouais, enfin se retirer, on va pas parler trop des problèmes de santé qui ont fait qu'il y a eu un quiproquo entre lui et les Astros qui voulaient clairement pas payer ses indemnités, et il va se retirer un peu de manière délicate en 2006. Et oui, parce que si ça a été une belle saison en 2005 pour les Astros, ça a été beaucoup plus compliqué pour Bagwell qui va subir une arthrite persistante qui va l'empêcher notamment de lancer. Il va quand même participer donc à cette fameuse série mondiale face aux White Sox. Il frappera là-bas un coup sûr. Ça se finit un peu en queue de poisson pour lui, mais en tout cas il aura vraiment marqué tout simplement Houston de son empreinte. Éligible en tant que Hall of Fame depuis 2011, il va devoir attendre 6 ans, donc il va devoir attendre un peu plus que son camarade Craig Biggio, qui lui en attendra 3, avant d'être élu donc en 2017 avec 86,2% des votes, je le rappelle rapidement, mais pour être élu au Hall of Fame, il faut voir son nom apparaître sur au minimum 75% des bulletins. Et donc un joueur a 15 ans pour atteindre ce nombre de 75%. C'est pas si facile, beaucoup de joueurs sont souvent nommés, mais il y en a quand même pas mal qui n'atteignent jamais ces 75% malgré le fait d'être éligibles, et qui se retrouvent donc en dehors de ce Hall of Fame. Dans tous les cas, ce n'est pas le cas donc pour Jeff Bagwell, qui aura donc marqué, comme je l'ai dit, de son empreinte l'histoire des Astros. Pour vous donner quelques chiffres, une moyenne au bâton en carrière de 29,7%. En termes de coups sûrs, il en a mis 2314. En termes de home run, il en a mis 449. En termes de RBI, donc de points produits, c'est quand même 1529. Et donc, ce joueur qui a été quand même Silver Slugger, qui a été Gold Glove, j'en perds mes mots. Et donc, il aurait été MVP, qui aurait été Rookie de l'année. Premier rookie de l'année dans l'histoire des Astros, mérite bien une petite mention dans cette vidéo pour parler d'une équipe, d'un joueur, d'une équipe de Houston qui a été important et qui est important dans l'histoire de cette équipe. Eh bien, ma foi, ça a été une belle petite vidéo pour revenir. Merci à toutes et à tous qui vont, toutes les personnes qui vont donc regarder cette vidéo.
J'espère en pouvoir enchaîner quelques vidéos d'ici la fin de l'année 2022 très clairement. Reprendre au moins une vidéo, enfin reprendre mon petit dossier sur le Japon avec au moins une vidéo avant la fin de l'année pour pas trop me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de mes projets de début d'année 2022. Il y aura également des vidéos sur Philadelphie, sur New York qui vont arriver. Certainement je vais reprendre des petits formats courts comme j'avais fait il y a presque 2 ans quand on y pense, hein, ça passe vite, sur comprendre le baseball en 5 minutes. Bon bah peut-être là ça va être comprendre le pitching en 5 minutes, peut-être la prochaine vidéo de ce type là. Et bref, vous verrez bien, suivez-moi sur les réseaux sociaux même si ça ne bouge pas trop ces derniers temps, mais peut-être sur Twitter au moins il y a pas mal de... j'essaie de me réimpliquer un peu plus malgré bien sûr les occupations. Et bref, sur tous ces bons mots, toutes ces belles paroles, je vous dis tout simplement à très vite. Ciao ciao.